Bonsoir tout le monde. Je vois que vous êtes très nombreux aujourd'hui. Euh, Première question, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez correctement? J'espère que c'est bien le cas. Encore une fois, bonsoir. Je vois qu'il y a encore des personnes qui entrent dans la salle. Oui, d'accord, très bien. Je suis soulagée. J'espère qu'on me voit aussi sur Facebook parce qu'il y a une diffusion directe. Alors, on est là. Bonsoir, bonsoir. Super. Ça, ok, très bien. Euh, Nous sommes aujourd'hui réunis. Je voudrais vous présenter un webinaire intitulé Les premiers pas dans l'enseignement du FLE en ligne. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Dorota Billet. C'est bien écrit sur l'écran. Je suis professeure de français en Pologne. Je gère une école de français qui s'appelle Voilà. J'ai suivi mes études au CELA de Besançon. Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent. Vous avez vu ma biographie, alors je ne vais pas maintenant me présenter très en détail, mais juste à titre d'information, je suis là avec vous, je suis professeure comme vous, et j'imagine que vous avez beaucoup de questions. Euh, Premièrement, avant de commencer, quelques informations techniques. Alors, il y a une transmission sur Facebook. Alors, si vous ne pouvez pas me voir sur ClickMeeting, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes techniques, vous pouvez passer sur Facebook et là, regarder le webinaire. Si, entre-temps, vous avez des problèmes techniques ou vous ne pouvez pas participer ce soir, vous aurez demain matin un mail dans votre boîte et vous aurez un enregistrement de ce webinaire. Vous aurez aussi les certificats. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont demandé les certificats. Alors, j'en ai construit un et vous l'aurez. Assurez-vous que vous avez une bonne connexion Internet. Si quelque chose ne marche pas, vous pouvez toujours recharger les sites. Et sinon, voilà, vous avez déjà découvert le chat. Alors, vous pouvez écrire sur les chats. Je ne pourrai pas vous répondre parce que j'ai quand même le webinaire à faire, mais vous pouvez vous communiquer entre vous. Je vois que vous êtes des pays très variés, alors vous pouvez écrire sur le chat de quel pays vous venez. Je vois Espagne, l'Espagne, la Belgique, l'Italie, Roumanie, super, super. Alors, je suis très contente parce que vous êtes voilà, Varsovie, super. Vous êtes une équipe, je vois, très motivée. S'il vous plaît, comme nous venons des pays différents, comme nous venons des institutions très variées, je sais qu'il y a ceux qui travaillent avec les enfants, je sais qu'il y a parmi vous ceux qui travaillent avec les adultes. Alors, soyons polis sur les chats, soyons gentils entre nous. J'aimerais que ce webinaire soit un webinaire en ambiance amicale et sympathique. Nous sommes tous profs, il faut qu'on se forme. J'aimerais aussi que tous les webinaires que je programmais pour vous, que pendant ces webinaires, les choses que je voudrais vous présenter, que ces éléments, ces activités et les jeux, que ça soit une inspiration. Je ne veux pas vous présenter de fiches pédagogiques toutes prêtes à réemployer en classe, mais je vais vous présenter des activités que vous pourrez après adapter à vos besoins et à votre contexte d'enseignement. Parce que je ne connais pas tous vos contextes, je ne peux pas vous dire que la personne d'Italie qui travaille dans telle ou telle institution devra faire comme ça, parce que tout ce que je présente, vous pourrez l'adapter à vos besoins. Alors, nous sommes aujourd'hui au premier webinaire. Vous pouvez voir les premiers pas dans l'enseignement du FLE. Le webinaire d'aujourd'hui, il est préparé pour les personnes qui n'ont pas encore travaillé en ligne ou qui ont commencé à travailler en ligne mais qui ont des difficultés, qui ne se débrouillent pas, qui ont beaucoup de questions. Voilà, alors on est là aujourd'hui.
vous répondrai à toutes vos questions. Et j'essaierai d'organiser mon webinaire de telle manière à ce que vous ayez les outils à utiliser après avec vos classes. Mais ensuite, on va passer au webinaire en groupe ou en binôme où je vous donnerai des activités, des inspirations à réaliser avec vos groupes de FLE. Ensuite, un peu de jeu, parce que moi, j'aime bien le jeu. J'en utilise beaucoup en présentiel et en ligne. Alors, les interactions et les jeux en classe. Après, les ressources FLE, parce qu'il y en a beaucoup. Alors, je voudrais faire un webinaire autour de ça. Et à la fin, pour terminer ce cycle de 5 webinaires, évaluation en ligne. Oui, c'est possible. Je vais en parler. Il y a beaucoup de méthodes et beaucoup de possibilités de faire une évaluation en ligne. J'imagine que vous vous posez des questions. Tous ceux qui n'ont pas encore commencé, tous ceux qui sont sceptiques, on pense souvent que en ligne, l'interaction, ça n'existe pas. Je voudrais vous prouver que ça existe. On pense que les contacts, ce n'est pas les mêmes contacts, ce n'est pas le même contact humain. Et je voudrais aussi vous prouver que ça existe. Notamment, dans mon école, nous avons réalisé récemment les questionnaires de satisfaction et je posais des questions aux apprenants. Si le contact entre le professeur et les apprenants est le même en ligne et en présentiel, et la plupart des personnes ont répondu oui, c'est la même chose. Alors, l'effet qu'on est éloigné, ça ne change rien. Les sceptiques pensent aussi que le jeu de rôle, ça n'existe pas, que l'enseignement en ligne, c'est l'enseignement où le professeur présente quelque chose. Il fait un cours magistral, mais les apprenants ne peuvent pas faire le jeu de rôle. Mais si, ils peuvent les faire, même parfois mieux qu'en présentiel. On peut facilement faire le remue-ménage de manière très différente. Je vais vous le montrer sur le chat, sur le tableau blanc. Est-ce que le cours en ligne, c'est un cours dynamique? Ça dépend de vous. Vous pouvez faire le cours dynamique ou vous pouvez faire un cours qui n'est pas du tout dynamique et ça dépend de vous. Premièrement, je vais faire un petit tour pour les plateformes pour l'enseignement en ligne. Il y en a vraiment beaucoup. Ce qui est le plus important, c'est que vous devez être vraiment très souple et flexible parce qu'il y a beaucoup de plateformes. Vous devez choisir la plateforme qui vous convient le mieux. Et parfois, il faut s'adapter en fonction de vos besoins, mais parfois aussi en fonction de votre connexion Internet. Très souvent, vous pouvez avoir la situation où vous avez bien choisi une plateforme, tout a bien marché. Au moment de votre leçon, rien ne marche, il faut changer, il faut envoyer un lien à vos apprenants et changer des plateformes. La première plateforme dont je voudrais parler, c'est la plateforme Jitsi. Vous avez le lien ici. Elle est la première parce qu'elle est open source. Open source, ça veut dire que personne n'y gagne et les codes pour construire cette plateforme est ouvert. Et il y a beaucoup de personnes du monde entier qui collaborent pour améliorer la plateforme. Et j'aime bien les outils comme ça. Voilà comment elle se présente. Son grand atout, c'est que vous n'êtes pas obligé de créer un compte. Vous entrez sur le site meet.jit.si et tout de suite, vous pouvez démarrer une réunion. Vous trouvez un nom. Ça peut être, par exemple, le nom de votre groupe. Ça peut être un code secret, un message, peu importe. Et vous cliquez sur OK et vous avez un lien vers la réunion. Alors, c'est très facile. Les étudiants ne sont pas obligés de créer les comptes. Alors, c'est facile aussi parce qu'il suffit qu'ils aient un lien vers la réunion et tout marche, ça marche. Ça marche très facilement. Voilà comment ça se présente. C'est ma famille, coucou. J'ai pris quelques photos pour vous montrer l'aperçu. Alors, vous avez 4 personnes qui ont participé.
Vous avez une petite icône I où vous avez des informations. Alors là, si quelqu'un n'a pas reçu les liens, vous pouvez l'envoyer pendant la leçon. Vous pouvez ajouter un mot de passe, c'est possible si vous voyez le besoin. En bas de l'écran, vous avez le bouton pour partager l'écran. Vous avez la main pour lever la main. Alors, si quelqu'un veut prendre la parole. Et vous avez le chat. Et encore quelques options supplémentaires. La plateforme suivante, c'est Whereby. C'est la plateforme où vous créez votre lien personnel, votre adresse personnelle. C'est facile. Par exemple, où parfois vous donnez des cours en présentiel, parfois vous donnez des cours à distance. Et si quelqu'un doit passer du présentiel à distance, il connaît votre adresse personnelle, il clique et il entre en classe. Alors, la plateforme Whereby, elle est gratuite, mais jusqu'à 4 personnes. Et vous avez les possibilités comme partage d'écran ou aussi l'option pour lever la main. C'est gratuit jusqu'à 4 personnes. Dans toutes les plateformes, quasiment, vous avez l'option aussi pour muter des personnes, muter des participants, enlever leur caméra. Je vais vous dire après à quoi ça sert. Voilà, les informations ici, s'il faut envoyer le lien à quelqu'un et les options qui apparaissent en bas d'écran. La plateforme suivante, c'est WebEx. Son grand atout, c'est que la plateforme est gratuite jusqu'à 100 participants. C'est ici. Alors, c'est super. Vous ne payez rien et vous pouvez avoir des leçons de la longueur que vous voulez. Alors, la leçon peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il n'y a pas d'importance. La plateforme WebEx, elle est aussi gratuite, voilà. Vous avez aussi votre adresse personnelle et vous avez les mêmes options. Alors, vous pouvez couper les sons, vous pouvez couper les caméras des participants, lever la main. Ensuite, ClickMeeting. ClickMeeting, c'est la plateforme sur laquelle nous sommes actuellement. C'est la plateforme polonaise, mais vous voyez, il y a une version française. Il y a toutes les langues disponibles, les langues les plus populaires, bien sûr. Et c'est la plateforme vraiment pour enseigner à distance. Vous avez beaucoup d'options et beaucoup de possibilités. Malheureusement, la plateforme, elle est payante. Pour créer la réunion, vous créez premièrement votre compte. Ensuite, vous cliquez sur créer un événement et vous avez des options. Créer une réunion ou créer un webinaire. Pour les cours, pour vos leçons, vous choisissez l'option créer une réunion. Parce que pendant cet événement, vous pourrez parler avec les apprenants et ils pourront vous répondre. Maintenant, nous sommes sur webinaire, alors vous ne pouvez pas parler, c'est moi qui parle. Ça, c'est l'idée du webinaire. Ensuite, vous cliquez le nom de la salle. Alors, vous appelez par exemple le nom de votre groupe. Vous avez deux types de salles. Premièrement, vous créez un lien permanent. Par exemple, pour les cycles de webinaire gratuits, j'ai créé le lien permanent. Alors, pour vous connecter, vous utilisez toujours le même lien et ça facilite le travail si vous avez des groupes qui ont des cours régulièrement et vous pouvez donner ces liens, par exemple, à vos groupes pour qu'ils utilisent à chaque fois. Si vous avez des groupes d'adultes, si vous avez de personnes qui font pas trop de blagues, ça ne pose pas de problème. Mais si vous travaillez dans des institutions avec des adolescents qui ont parfois des idées bizarres, qui peuvent donner votre lien à quelqu'un, il vaut mieux créer une réunion programmée parce que pendant la réunion permanente, il y a toujours la possibilité que quelqu'un d'inconnu entre dans votre leçon
et ça peut poser des problèmes. Si vous créez un lien programmé, et là, il faut décider quel jour, à quelle heure, quel est le type d'accès? Est-ce que c'est une réunion ouverte à tout le monde? Est-ce qu'il faut avoir un mot de passe? C'est aussi à vous de choisir. Le Click Meeting, il propose beaucoup de possibilités. Alors, vous avez la possibilité de faire une présentation. Maintenant, je vous affiche ma présentation par Click Meeting. Le seul défaut, c'est que la présentation n'a pas d'animation. Alors, je charge la présentation sur la plateforme et il n'y a que des images. Mais vous avez le tableau blanc, vous pouvez partager votre écran. Vous avez une option de YouTube. Alors, vous cliquez sur le lien et ça s'affiche en plein d'écran à tout le monde, à tous vos étudiants. Vous avez aussi l'option des enquêtes et des questions, des sondages à la fin. Et ça s'appelle des sondages, mais vous pouvez utiliser cette fonction, par exemple, pour faire le test à la fin de votre cours. Vous ouvrez ici, vous avez les tests imposés. Ça peut être un questionnaire de satisfaction, mais ça peut être aussi tout simplement une évaluation. Je pense que c'est tout. Bien sûr, vous pouvez aussi charger les fichiers et les envoyer à vos étudiants. Vous avez l'option des chats, mais ça apparaît dans toutes les plateformes. La plateforme suivante, le Zoom. Je vois qu'il y a des personnes parmi vous qui utilisent le Zoom. Moi aussi, j'utilise Zoom très souvent. C'est la reine de toutes les plateformes. J'aime bien cette plateforme, même si j'avoue qu'au début, elle m'a fait peur. J'avais l'impression qu'elle était trop complexe. Il y avait trop de paramètres, trop de choses à fixer. Et c'était trop compliqué, surtout en comparant à d'autres plateformes. Mais maintenant, je sais que grâce à ces paramètres, je peux vraiment réaliser les cours qui me plaisent, les cours que je veux réaliser. Voilà comment ça se présente, le Zoom. Vous entrez sur le site, vous devez créer le compte. Et les comptes sont payants. Je n'ai pas... Ah, après, je vais vous montrer le prix. Mais encore, avant de parler des qualités de Zoom, je voudrais vous parler d'un petit défaut. Alors, pour le Zoom, il faut que les étudiants téléchargent une petite application à leur Chrome, à leur navigateur. Il faut aller sur le site zoom.us/download. Le système détecte automatiquement le système que vous utilisez et après, il faut télécharger cette application. Ça, c'est un petit défaut pour les personnes, si vous avez parmi vos apprenants des personnes très âgées, des personnes qui ne se débrouillent pas très bien avec le numérique, alors c'est encore une chose à télécharger, ça peut faire peur, même si ça s'est fait vraiment facilement. Je sais que aussi, par exemple, parmi nos étudiants dans mon école, il y a des étudiants qui utilisent les ordinateurs professionnels et ils ne peuvent rien installer sur ces ordinateurs. Alors, ils doivent appeler l'informaticien, il faut fournir les documents et après les documents, l'informaticien peut installer cette application de Zoom. Alors, ça peut être compliqué pour certains. La plateforme, elle est gratuite. Je vois que vous écrivez ça, mais jusqu'à 40 minutes. Alors, si vous travaillez, si vous faites du bénévolat, oui, vous pouvez utiliser la plateforme avec 40 minutes. Après, vous pouvez vous arrêter et recommencer votre leçon. Mais si vous travaillez, si le cours de français vous apporte de l'argent, à mon avis, il faut quand même dépenser ces 15 $ et avoir la version pro. Dans la version pro, vous n'avez pas les limites de temps. J'ai laissé Zoom comme dernière plateforme parce que pour moi, Zoom, c'est la plateforme la plus fiable et la plus stable.
Avec d'autres plateformes, j'avais toujours de petits problèmes de connexion. Parfois ça marchait, parfois ça n'a pas marché. Avec Zoom, j'ai moins de problèmes. Ça fonctionne quasiment à chaque fois, même si ma connexion Internet n'est pas stable à chaque fois. Et c'est vraiment un grand atout parce que quand je réalise des cours, je ne veux pas stresser si on me voit bien, si on m'entend bien, si tout marche correctement. Je ne peux pas penser aux problèmes techniques, je dois me concentrer sur les objectifs dès la leçon. Dans Zoom, vous avez pour les réunions, vous devez aller dans le menu de gauche. Là, vous devez choisir les réunions et vous avez deux possibilités. La première, ce sont de prochaines réunions. Ici, vous devez programmer la réunion. La deuxième option, c'est la salle personnelle. Ça, c'est la deuxième possibilité. Pour la première, alors, vous êtes dans la réunion, vous programmez la réunion. C'est la même fonction que le lien, donc Click Meeting permanent ou programmé. Alors là, c'est la réunion programmée. Vous programmez tous les détails de votre cours, de votre leçon. Ça peut être un événement qui se répète. Alors, c'est encore une autre option. Et vous créez un lien de ce cours. Si vous voulez, vous pouvez passer à la salle personnelle et là, vous avez une sorte de lien permanent. Par exemple, là, c'est mon lien permanent. Je peux le donner à tous mes étudiants et pour démarrer la réunion, on clique ici. Il ne faut pas cliquer sur ces liens, mais il faut cliquer ici. Ce lien-là, il est pour les étudiants. Bien sûr, avec le lien permanent, avec cette salle personnelle, vous pouvez avoir des situations du type que vous travaillez avec votre groupe, mais il y a déjà des personnes qui se connectent et qui se rajoutent et qui entrent dans votre salle pendant les cours précédents. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est rigolo. Il faut tout simplement dire à vos apprenants que ce n'est pas encore l'heure. C'est la même situation qu'en présentiel. Quand vous travaillez en classe, dans une salle, vous pouvez avoir des étudiants qui entrent et qui pensent que c'est déjà l'heure et vous leur dites ben non, ce n'est pas encore le moment, attendez 5 minutes. Alors, c'est rigolo. Ici, vous voyez l'écran de Zoom et ici, vous avez l'option de partage d'écran. Alors, vous cliquez ce bouton-là pour partager l'écran. Et vous voyez tous les fenêtres qui étaient ouvertes et vous pouvez cliquer sur la fenêtre que vous voulez partager. Quand vous partagez, vous avez un menu en haut de votre page que vous pouvez utiliser, par exemple, pour faire des annotations. Ça, c'est la fonction que j'aime bien et que j'utilise assez souvent. Je vais vous parler de cette fonction un peu plus jeudi parce que je vais vous donner des idées, des activités pour annotation. Pour faire des annotations, vous cliquez sur le bouton tout simplement Annotate, je pense que ça s'appelle comme ça, et vous avez des options. Vous pouvez écrire avec des lettres, vous pouvez dessiner, vous pouvez ajouter de tampons et utiliser des couleurs très variées. Mais la fonction qui est vraiment la fonction formidable et qui, je pense, n'existe nulle part à part Zoom, c'est la fonction de Breakout Rooms. Est-ce que vous utilisez Breakout Rooms ou pas? Non, alors, oui, non, oui, oui, non. Alors, je vais parler plus en détail de Breakout Rooms jeudi parce que je vais faire le webinaire sur les activités en binôme, les activités en sous-groupe. Breakout Rooms, c'est la fonction qui fonctionne parfaitement. Mais dans Zoom, vous avez cette option que vous pouvez séparer vos apprenants dans les salles différentes. Alors, vous cliquez sur ce bouton Breakout Rooms et il y a une fenêtre qui s'affiche.
et vous pouvez choisir combien de salles vous voulez créer. Et si vous voulez le faire d'une manière automatique ou si vous voulez le faire manuellement. Si vous avez un grand groupe, si vous avez travaillé avec des groupes de 30 personnes, bien sûr, le mieux c'est de le faire automatiquement parce que ça prend, oui, c'est le Zoom Pro, oui. Parce que ça s'est fait, ça prend beaucoup de temps si vous le faites manuellement. Mais si vous avez des groupes plus petits, et vous pouvez le faire manuellement et comme ça décider qui travaille avec qui. Une telle personne n'aime pas une autre personne, une telle personne est très bavarde, une autre n'est pas bavarde. Et vous pouvez décider comme vous voulez, comme en présentiel, qui travaille avec quelle personne. Avec Breakout Rooms, vous pouvez entrer dans la salle où il y a un groupe d'étudiants qui travaillent. Vous pouvez les écouter, intervenir, aider, faire tout ce que vous voulez. Après, vous pouvez sortir et aller dans une autre salle. Ça veut dire que les personnes qui travaillent dans des salles différentes, elles ne s'entendent pas, elles ne s'écoutent pas, elles écoutent uniquement les personnes qui sont dans leur salle. Ça, c'est la fonction merveilleuse. Mais je vais en parler plus en détail jeudi. Je peux vous mentionner une chose que si vous voulez allumer les breakout rooms et vous avez le compte Zoom et ça ne s'affiche pas, il faut aller dans les options dans les paramètres des réunions et là dans les options avancées, vous avez le bouton que vous voulez activer les breakout rooms. Sinon, ce n'est pas activé. Ensuite, il y a quelques conditions techniques pour réaliser des cours en ligne. Alors, premièrement, vous devez avoir la connexion Internet à haut débit. Le mieux que ce soit câblé. Le problème avec l'Internet, c'est que ce n'est pas stable. J'ai par exemple Internet qui n'est pas du tout stable chez moi. Alors, maintenant, je ne suis pas chez moi. Une fois ça marche, une fois ça ne marche pas. Pour vos cours, vous devez avoir la connexion stable. Et vous ne pouvez pas être stressé à cause de la connexion Internet. Vous devez réaliser votre cours. Pour les caméras, si vous réalisez vos cours, ce n'est pas vraiment la peine d'acheter une nouvelle caméra super moderne. C'est possible, mais ce n'est pas très nécessaire. Mais ce qui est important, c'est les casques. Si vous réalisez le cours en ligne et vous n'avez pas les casques, les sons qui sortent de votre ordinateur entrent aussi dans votre ordinateur et ça fait l'effet de l'écho. Alors, chacun, vous en tant que prof, mais le mieux c'est que aussi les étudiants, il faut que chacun ait les casques. Ça vraiment facilite le travail. Et une information importante, c'est le navigateur Chrome. C'est le navigateur qui a beaucoup des nouvelles versions et ça fonctionne avec toutes les plateformes. Si vous utilisez Internet Explorer, vous risquez d'avoir des problèmes techniques. Alors Chrome, c'est le navigateur le plus fiable. Ensuite, vous vous posez certainement des questions, mais comment commencer cet enseignement en ligne? Bien sûr, il faut premièrement choisir la plateforme, mais comme je vous ai dit au début, parfois il faut être flexible et s'adapter, avoir une autre plateforme au cas où. Mais je voudrais vous parler aussi de choses didactiques. Alors, la leçon en ligne, c'est la leçon tout à fait normale. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que la leçon en ligne, c'est sans de jeux, c'est uniquement de quiz, de mots croisés, de sons qui sortent de votre écran, de choses qui clignotent, qui volent, des présentations hyper modernes. Mais vous pouvez réaliser votre leçon en ligne d'une manière tout à fait normale. Le plus important, c'est que vous devez réaliser vos objectifs, vous devez réaliser vos programmes. Je sais que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'enseignement en ligne. Vous étiez au milieu du semestre, mais il faut quand même terminer le semestre comme prévu. Vous devez réaliser vos objectifs, vous devez continuer votre travail et arriver à tout ce que vous avez prévu. Et ça ne veut pas dire que maintenant, avec l'enseignement en ligne, vous allez faire que des quiz, que des jeux et que des choses clignotantes. C'est pas ça l'objectif. Moi, au début,
quand je travaille en présentiel, mais aussi quand je travaille en ligne, je fixe le contrat avec mes apprenants. Le contrat, je sais qu'il y a des professeurs qui, quand ils réalisent le contrat, qu'ils le font signer par tous les apprenants, que c'est un document très officiel. Moi, je le fais d'une manière moins officielle. Au premier cours, je discute avec mes apprenants de leurs attentes, de leur manière de travailler, qu'est-ce qu'ils veulent faire, comment ils aiment travailler. Et je présente aussi mes attentes et on négocie un peu pour fixer le moyen de travail, la manière de travailler. Je voudrais vous parler de quelques points que vous devez aborder quand vous réalisez les cours en ligne. La première chose, la plus importante, c'est les canaux de communication. Je sais que les professeurs qui travaillent maintenant en ligne ont beaucoup de problèmes et ça prend beaucoup de temps pour eux. Les mails, les informations. Il y a des étudiants qui rendent le devoir par Messenger. Il y a des étudiants qui renvoient les textos. Il y a des étudiants qui envoient des mails. Il y a des étudiants qui utilisent des plateformes. Et tout ça, ça provoque beaucoup de problèmes. Vous devez réaliser vos cours et vous ne pouvez pas utiliser 1 milliard de plateformes, 1 milliard de supports des sites, mais il faut fixer au début comment vous voulez communiquer avec vos apprenants. Personnellement, je préfère la communication par Google Drive. C'est la chose la plus simple et c'est gratuit. Je sais qu'il y a des écoles qui utilisent des plateformes. Vous avez probablement une plateforme pour gestion de l'école et là, il y a probablement la possibilité d'envoyer des informations à vos étudiants. Alors ça, c'est aussi une possibilité. Mais je sais qu'il y a aussi des professeurs qui préfèrent les mails. Je ne dis pas non, ça dépend de votre contexte d'enseignement. Dans mon école, nous avons par exemple un groupe où il y a quelques personnes un peu plus âgées qui sont habitués à leur mail, qui ont appris à utiliser la boîte mail et ils ne veulent apprendre rien d'autre. Alors, la prof reste dans le mail. Oui, vous avez la plateforme G Suite. Oui, c'est aussi Google, mais c'est un peu plus développé que le simple Google Drive. Vous pouvez utiliser Google Drive, vous pouvez utiliser la plateforme, mais décidez comment vous voulez communiquer avec vos apprenants pour ne pas être débordé, pour savoir où vous devez chercher les devoirs et pour que les étudiants aussi ils sachent comment ils doivent vous envoyer des informations. Ensuite, il y a des professeurs qui posent des questions. Est-ce que le manuel numérique, c'est vraiment indispensable? Alors, je dirais que pour les profs, plutôt oui. Dans mon école, nous utilisons les méthodes qui sont de la maison d'édition Maison des langues. Et là, nous avons l'accès au code premium et là, toutes les méthodes sont disponibles. Alors, c'est facile. Les étudiants, ils sont vraiment pas obligés d'utiliser les manuels numériques. Ça dépend de leurs préférences. Pour les profs, c'est assez utile parce que les professeurs peuvent afficher sur l'écran les fragments de la méthode, les fragments du livre, les fragments du cahier d'activité. Ils peuvent agrandir les pages, les fragments qui sont importants, les fragments dont on parle pendant les cours, les tableaux grammaticaux et on peut même faire des annotations pendant les cours sur la méthode. Alors, c'est très facile, ça vraiment facilite le travail. Si les profs utilisaient la méthode papier, on pourrait voir sa tête, les cheveux comme ça. Alors, c'est pas très pratique. Je dis pas que c'est indispensable, non, mais ça facilite. Pour être pro, le mieux c'est d'utiliser le manuel numérique. Mais maintenant, avec toute cette situation difficile partout dans le monde, je sais que la maison d'édition Clé Internationale et Hachette, ils ont aussi mis en disposition des professeurs d'une manière gratuite sur les sites toutes les méthodes utilisées.
toutes les méthodes disponibles. Alors, si vous n'avez pas le manuel numérique et vous travaillez sur une méthode de chez Hachette ou de chez Clé, vous pouvez le voir sur les sites, visionner. Didier aussi, oui. Alors, ça facilite énormément le travail. Surtout que quand vous agrandissez quelque chose, vous pouvez faire des annotations. Par exemple, vous pouvez agrandir le tableau grammatical ou vous faites une découverte grammaticale et vous pouvez demander à vos étudiants de compléter les tableaux. Et c'est super, super pratique. La chose suivante, c'est la prise de parole. Si vous êtes nombreux en classe, si vous êtes une dizaine ou plus, c'est difficile. Si tout le monde veut parler en même temps, personne n'entend rien et c'est difficile. Alors, vous avez cette fonction de la main levée. Par exemple, ici, dans Click Meeting, cette option est en bas de l'écran à droite. Vous voyez la main. Alors, vous pouvez cliquer sur la main et les étudiants peuvent lever la main pour prendre la parole. Encore une fois, ce n'est pas vraiment indispensable. Moi, je travaille surtout avec les adultes. Alors, tout le monde est conscient que si quelqu'un parle, il doit attendre à ce que une autre personne termine sa phrase pour répondre, pour pouvoir dire quelque chose. C'est un peu moins spontané qu'en présentiel, mais ce sont les règles du jeu et il faut en parler tout au début des cours en ligne. Si vous travaillez avec les enfants, c'est très pratique. Récemment, j'ai vu le cours de ma fille, c'est un cours de danse où il y a beaucoup d'enfants qui participent, le cours par Zoom, et elle voulait prendre la parole. Alors, elle a demandé, maître, je veux dire quelque chose. Et le professeur a demandé, mais qui veut poser la question? Moi. Mais c'est qui moi? Moi. Voilà. Alors, pour éviter la situation où quelqu'un dit moi, qui moi, etc., vous avez cette option de la main levée. Surtout avec les enfants. Je ne l'utilise pas très souvent avec les adultes. Ça n'a pas beaucoup de sens. Après, il faut dire à vos apprenants aussi que la leçon sur la plateforme, la leçon par Internet, c'est quand même une leçon, alors il faut être préparé. Les apprenants ne peuvent pas couper la leçon pour aller chercher les cahiers, pour aller chercher un stylo, pour ceci ou pour cela. Ils doivent être là, ils doivent être à l'heure. Ils doivent avoir leur cahier, leur stylo préparé et ils doivent être là pour pouvoir participer. La chose suivante, c'est la présence des parents. Je ne sais pas si vous avez rencontré des situations difficiles à cause des parents, mais vous devez aussi réfléchir à ce problème-là. Quand vous donnez des cours en ligne, les parents, normalement, ils sont là. Les parents, ou parfois, si vous donnez des cours aux adultes, des membres de la famille. Alors, est-ce qu'ils doivent sortir? Est-ce qu'ils peuvent vous écouter? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ce sont des points auxquels il faut penser avant. Vous pouvez avoir des situations où des parents observent des cours des enfants et après vous donnent des feedbacks, vous jugent, vous évaluent. Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment faire? Nous donnons des cours aux adultes, mais c'est la situation problématique aussi. Par exemple, nous donnons un cours, il y a une femme dans un groupe qui est très âgée, elle est maintenant chez sa fille. Toute la famille, je pense qu'ils habitent dans une seule pièce, mais ils préparent à manger. Alors, on entend des bruits, des assiettes, des fourchettes, des commentaires. Sa fille qui parle français, elle commente ce que la professeure dit pendant les cours. Alors, est-ce que vous voulez vraiment avoir cette situation? Dans ces cas-là, vous avez aussi l'option de muter les personnes. C'est l'option que je n'aime pas vraiment utiliser, mais dans les cas de cette étudiante, c'est vraiment nécessaire parce qu'on entend les bruits de la cuisine pendant le cours de français, alors ce n'est pas vraiment très confortable pour le prof. Ensuite, on pense très souvent que le cours en ligne, c'est la classe inversée.
Alors, on prépare tout avant. Les étudiants, ils travaillent à la maison et en classe, on vérifie, on vérifie tout, on fait une mise en commun, une pratique. Je dis pas non, c'est possible, c'est une des possibilités. Mais ce qui est le plus important, c'est que la classe en ligne, ça doit être une classe bien préparée. Bien préparée, bien sûr, chaque cours doit être bien préparé, mais aussi au niveau technique, pour ne pas chercher les liens, pour ne pas chercher les sites, pour ne pas chercher les supports. Une de mes professeurs, elle prépare des cours, elle prépare des présentations PowerPoint. Elle met beaucoup de travail. Anya Chapouba, c'est super. Elle travaille avec les groupes 1-1-1. Alors, ce sont des groupes qui venaient de commencer avant les confinements. Ils avaient quelques cours. Anya prépare toutes les présentations pour chaque cours, des diapos, où elle guide les apprenants petit à petit. Elle présente le plan du cours, elle présente les activités. Bien sûr, on les réalise ensemble, en groupe. Ce n'est pas un cours magistral, mais quand il y a des choses à compléter, elle les présente sur l'écran et les étudiants, ils répondent soit sur les chats, soit à l'oral et on complète ensemble. Il y a chaque étape de la leçon, même s'il y a parfois des fragments où il faut, par exemple, aller dans breakout rooms, c'est les diapos, on va dans breakout rooms et on fait une activité en binôme. Alors, tout est bien présenté et chacun, même les étudiants qui sont vraiment, vraiment débutants, les cours peuvent se dérouler en français et les étudiants, ils savent où ils sont, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça facilite beaucoup le travail. Une autre professeure, elle ne prépare pas les présentations, mais elle envoie quelques heures avant la leçon une feuille de route par mail. Vous pouvez aussi le faire sur Drive, où elle programme petit à petit ce qu'il faut faire. C'est comme les diapos, mais c'est sur une page. Alors, le lien, les informations, l'activité en binôme, et elle dit aux étudiants pendant les cours, maintenant, on passe à l'étape 5. Vous faites ceci ou cela. C'est très pratique et ça aide aussi à se repérer dans le cours. Ce qui est important aussi pour vous, sont les onglets des fichiers ouverts. Alors, quand vous donnez les cours, ouvrez le site sur lequel vous voulez travailler, surtout les sites avec les enregistrements YouTube, et regardez si tout s'affiche bien. Et après, vous pouvez cliquer d'un onglet à l'autre et vous pouvez comme ça ne pas perdre du temps pendant les cours. Surtout pour YouTube, parce que ça prend beaucoup de temps parfois si vous avez la connexion Internet instable et il faut économiser du temps. Maintenant, je vais vous présenter encore comment fonctionne Google Drive. Ça, c'est un outil qui est gratuit. Et si vous travaillez comme professeur indépendant, c'est super facile. Ça ne coûte rien. Ça vous aide à organiser votre travail. Mais comme quelqu'un a déjà mentionné, vous avez maintenant gratuitement G Suite, alors un outil un peu plus complexe de chez Google. Et vous pouvez voir d'autres outils. Premièrement, sur Google Drive, vous devez créer un compte sur Gmail. Après, ici, vous avez les dossiers et vous pouvez créer des dossiers. Comme ça, vous cliquez sur Nouveau. Vous pouvez créer un dossier ou importer un fichier, importer un dossier. Et vous avez ici des outils, des programmes comme Office, comme Word, comme Excel, mais qui sont accessibles gratuitement en ligne. Pourquoi j'utilise Google? Parce que vous pouvez partager les fichiers que vous voulez montrer avec vos étudiants. Vous avez un fichier ou un dossier, vous cliquez sur ce bouton-là, partager, et vous introduisez des adresses des personnes
que vous voulez partager, avec qui vous voulez partager. Après, vous avez l'option lecteur ou éditeur. Comme je travaille avec les adultes, je choisis l'option éditeur parce que tout le monde, tous les étudiants peuvent écrire sur le même fichier et travailler sur le même fichier. Et je peux toujours revenir en version précédente. Je peux voir qui a modifié quoi. Alors, je préfère cette option-là. Vous pouvez créer vos dossiers avec le nom du groupe. Et dans chaque dossier, vous pouvez ajouter des dossiers avec les dates, avec les cours, ou vous pouvez ajouter des informations, des sites, des exercices à faire, etc. Dans Google, vous avez aussi l'option de formulaires qui peuvent vous servir comme une sorte d'évaluation, comme les quiz. Alors, tout est possible. J'aime bien cette option de partage. Si vous voulez, par exemple, donner les devoirs par Google Drive, il faut créer le dossier séparé pour chaque étudiant et comme ça, partager ce dossier-là avec un étudiant concret. Comme ça, si quelqu'un y ajoute les fichiers, les autres ne pourront pas les voir. Bien sûr, je pense que si vous ajoutez des modifications, d'autres étudiants ne veulent pas, un étudiant concerné ne veut pas que les autres le voient vos notes, voient vos commentaires. Alors, pour terminer, si vous pensez que les cours en ligne, c'est les cours où vous avez plein de gadgets, plein de choses, oui, c'est possible. Je vais vous présenter les gadgets, je vais vous présenter les sites qui clignotent, les éléments qui volent pendant les présentations prochaines. Alors, jeudi, je vais vous montrer quelques activités en binôme et quelques activités en grand groupe, mais après, les interactions et le jeu, c'est dans une semaine. Mais quand je travaille en ligne, je pense qu'il faut faciliter les choses. Déjà, on est en numérique, déjà, on pense à la connexion Internet. Alors, parfois, c'est plus simple d'utiliser les simples outils, utiliser les chats, utiliser l'écran, utiliser les annotations, que envahir vos étudiants par les sites, par les liens, par des quiz tout de suite. Surtout, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le numérique, il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas avancer trop vite. Il ne faut pas tout de suite chercher les outils hyper recherchés. Le mieux, c'est d'être premièrement à l'aise. Et il faut aussi voir avec qui vous travaillez. Parce que si vous avez des personnes très âgées, si vous avez des personnes qui n'aiment pas le numérique, le mieux, c'est de rester uniquement sur votre plateforme. Et peut-être après, petit à petit, introduire des gadgets, des sites brillants. En tout cas, aujourd'hui, les premiers pas sont derrière nous. Le 7 mai, en groupe en binôme. Dans une semaine, interaction et jeu. Ensuite, les ressources FLE et évaluation en ligne. Pour terminer, je voudrais vous montrer une petite blague. Alors, est-ce que vous voyez ce qui se passe sur l'écran? C'est un print screen de l'écran d'une professeure d'anglais qui a commencé son cours et qui a vu les écrans des étudiants comme ça. Et ça a pris quelques minutes, mais au bout de quelques minutes, elle s'est rendue compte que c'était une blague. Les étudiants, ils sont créatifs. Et comme ils font des blagues en présentiel, ils veulent faire des blagues aussi en ligne. Mais je pense qu'un peu d'humour, ça dérange personne. Je vous remercie pour le webinaire d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée et merci beaucoup. Merci.